c'est pas bon. Je veux rebondir sur les différentes interventions, la sensibilisation. Ok, mais la sensibilisation, moi j'insiste surtout le travail de fourmi au sein des familles. Au sein des familles et le poids social. Lassana, toi tu as finalement convaincu ton épouse. Elle t'a suivi. Et c'est elle maintenant qui combat à tes côtés. Moi, c'est un vibrant appel au secours que j'adresse aux chefs de famille. Les chefs de famille, bien sûr, nombreux sont-ils qui ont compris, qui combattent à nos côtés. Mais je dis, si toutefois chaque chef de famille qui a compris, je vous passe toutes les indications médicales, etc. Chaque chef de famille qui a compris édite le règlement intérieur de sa famille, culture familiale. Le chef de famille ayant dit, le chef de famille ayant choisi, je crois que tout le monde s'aligne derrière lui. Très bien. Bravo. Moi, c'est cela, ce vibrant cri que j'adresse à tous les chefs de famille. Parce que ce sont eux qui payent. Quand on se contente de dire c'est affaire de femme, puisque c'est l'argument permanent qu'on entend. Sans compter que les femmes, je ne veux pas non plus me voiler la face que nous sommes butés quand on s'y met. Je ne veux pas me voiler la face. Mais quand ils admettront que c'est une affaire sociale, une affaire des deux partenaires, des deux acteurs sociaux, la femme et l'homme. Monsieur a tout à l'heure décrit en long, en large, l'être social qu'est la femme et son sexe, ce sexe social. Eh bien, si nos partenaires admettaient cela et se considéraient concernés aussi, le combat, il serait autre. Le combat, il serait autre. Et en même temps, sensibilisation, ok. Les langues entendues des populations, ok. Mais si on se réfère aussi ce repère spirituel, je veux bien. Mais si on peut s'en servir aussi, moi je pose une question à tous qui veulent entendre ce message-là. On dit que c'est Dieu qui fabrique l'être humain, et en l'occurrence la femme, avec cette partie-là. Est-ce que Dieu se serait trompé pour que les humains, les êtres, corrigent cette erreur par cette pratique-là? Je pose cette question et, s'il vous plaît, ceux qui veulent l'argumentaire spirituel, je mets bien entre guillemets, eh ben, qui répondent à cette question aussi. Je pense que ça serait un pas pour aider à abandonner, puisque la femme elle vient comme ça. On n'y touche pas, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Donc la question c'est que, bon, alors je vais partir d'une constatation. On constate tous là que l'excision, c'est un problème social en France, sociétal en Afrique, et qui représente un enjeu politique, finalement, sur le rapport homme-femme. Le monsieur, vous nous avez expliqué que l'homme n'est pas au courant, finalement, et on veut bien le croire, parce que ça concerne l'intimité de la femme, c'est le corps. Le père, le rapport entre le père et la fille, il y a un tabou familial. En revanche, qui exige en revanche, la question est que est-ce qu'une femme, le jour de son mariage, lorsqu'elle arrive non excisée, est-ce qu'elle est répudiée ou pas répudiée? Est-ce que ça ne représente pas un enjeu? Est-ce que l'homme, l'époux ou la famille de l'époux exige, dans ce cas-là, l'homme est forcément au courant
Et l'homme a sa part de responsabilité dans la mesure où, au moment où il y a le contrat de mariage, si la fille n'est pas excisée, elle n'est pas acceptée dans la famille du marié. Donc c'est ça, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu social. Déjà, dans ces sociétés-là, il n'y a pas de contrat de mariage. Donc, on enlève le contrat de mariage. Le contrat moral, le contrat religieux Non, c'est plus complexe que ça. Et en général... Ça dépend des sociétés, ça dépend des ethnies, puisque là, on se focalise sur le Mali. Moi, je suis guinéenne, en Guinée, c'est déjà aussi autrement. Donc, il faut faire attention aussi. Il n'y a pas de contrat de mariage, même à l'Éthiopie, Djibouti, tout ça, dans la zone des Afars. Il n'y a pas de contrat de mariage. En général, je connais aussi la société guinéenne parce que ma mère est d'origine guinéenne. Et souvent, les mariages se font en famille. Donc, la mariée et le marié, les deux familles ont les informations des deux côtés sur l'un et sur l'autre. Dans la société européenne, encore, il y a quelques familles qui procèdent comme ça. Mais en général, notre génération, on choisit. Et après, c'est quelque chose qu'on gère entre nous. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas choisi, justement, est-ce qu'il y a déjà eu répudiation? Non. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de problème là-dessus. Alors, comme Christine, tu dis, ça dépend des ethnies, etc. Mais il est certain, puisque l'être humain, c'est l'être social qui est vécu et considéré dans nos sociétés, pas l'individu. Donc cet aspect collectif fait que le non-dit, les coutumes enfouies dans la nuit des temps, le collectif gère quand même les situations. Absolument. Pour faire court, je dis simplement un cas que je vais citer et qui n'est pas le seul, et il y a des milliers comme cela. Un couple, la jeune femme, peut-être que monsieur est allé raconter à sa maman l'état du sexe de sa femme, j'en sais rien. Mais supposons que, en tout cas, madame belle-mère a été informée que la belle-fille n'était pas excisée. Je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'excise. Bien sûr, étant donné son autorité, son statut, et donc tout l'aspect culturel, elle a convoqué la jeune femme chez elle. Bien sûr, elle, soumise, obéissante, respectueuse, etc. Elle a répondu à la convocation, mais elle était loin de se douter que c'était pourquoi c'était. Madame belle-mère avait tout organisé et on l'a fait exciser. Et son argument c'était « Moi, mon fils ne peut pas coucher avec une femme non excisée. » Alors, ça veut dire, les statuts sociaux, tout ce poids social, tant qu'on ne voudra pas y toucher et limiter des, entre guillemets, droits, que moi je dis ça n'en est pas, qu'on n'aura pas non plus situé les droits. Je ne veux pas aller loin en ce qui concerne le statut de la femme, son droit, féminisme, pas féminisme, laissons. Mais quand c'est des initiatives toujours tierces qui décident, qui font, eh bien, quand on acceptera culturellement qu'on ne pense plus pour l'autre, on n'agit plus pour lui, on aura fait un grand pas. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc tout ce que vous avez dit concernant sur l'excision, oui, les parents, les pères sont pas... Parce que moi j'ai mon oncle qui est ressortissant du Mali, qui est marié avec... Qui est venu avec sa femme ici, qui ont fait pas mal d'enfants, et qui ont envoyé leur enfant au Mali, leur fille âgée de 7 à 10 ans, et le père savait, avant d'envoyer ses enfants à ses filles, qu'ils allaient se faire exciser, justement. Et donc du coup, c'est pareil pour mon père. Mon père étant né là-bas, et ben... dans notre famille, vu que dans notre famille on est beaucoup musulmans, je veux dire, ils sont beaucoup pratiquants.
Mon père, c'était le seul à dire oui, bon voilà, moi j'ai mes filles qui vont aller en vacances, mais je refuse qu'elles se fassent exciser. Et elles l'ont pas été. Et elles n'ont pas été. Elles n'ont pas été. Et moi, je trouve dommage d'exciser une femme. Je trouve que c'est pas bien. Parce que même moi, j'ai une anecdote. Je me suis marié au Mali. Et bon, je sais que ça va peut-être vous faire rire. Mais avant de marier ma femme, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu es excisé ou pas? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, bon, bah voilà, c'est déjà une réussite pour moi. Alors, je m'appelle Méloda, je m'appelle Chakek Méloda, je suis représentante à Méloda, je suis slameuse. Alors moi, je suis marocaine, je suis née au Maroc, ça n'existe pas ça. C'est la première fois dans ma vie que je suis arrivée en France en 1989. Je travaille avec une dame syrienne qui m'a raconté son histoire. Elle a 7 filles, elle a exquisé 4 filles et 3 noms. Alors les 4, toujours elle dit à sa mère, maintenant les 4 filles, il est diplômé, il travaille à l'ambassadeur, il travaille partout ici en France. Il dit toujours à sa mère, je n'excuse jamais. Alors ma patronne, un jour, elle est tombée malade, un peu de fièvre, il m'a dit, Méloda, viens à côté de moi. Il commence à raconter cette histoire très forte et très touchée, et c'est bizarre, moi je n'ai jamais entendu comme ça, je n'ai jamais connu ça. Il m'a dit, regarde Méloda, j'ai 7 filles, 4. Voilà, excuse-moi, ma bouche n'est pas d'accord avec ma tête. et 3 non. Alors, et toujours la maman, elle pleure parce que les 4, ils n'excusent pas sa mère. Il dit, je n'ai jamais excusé jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Il y a un monsieur qui témoignage. Moi, j'habite à Épinay-sur-Seine, n'est pas loin d'ici. Je vous remercie pour votre travail, pour votre combat, que vous êtes là, que vous tournez toute la France. Il y a une association comme vous qui venait à Épinay-sur-Seine en 2008. Il y a un monsieur, il habite à Épinay-sur-Seine, il n'est pas loin de chez moi, il témoigne, il dit devant tout le monde, je pars des vacances 2007, et ses parents, son père promet, il dit, les 2 filles, il faut l'excuser. Et le papa, il dit non, moi j'habite en France, mes filles, il n'y en France. Et quand il fait le pratique là, je pars de prison et je n'ai jamais dû vivre ici. Alors le monsieur, il a pleuré, mais tout le monde pleure, je trouve que c'est génial. Et pour moi, c'est un message pour faire passer. Et pourquoi les gouvernements de tous les pays qui font les pratiques là, c'est lui qui parle devant le monde entier, arrêtez ça, sinon vous partez de prison. Voilà. Je veux aussi insister sur le fait que entre la loi et la réalité. Hein? Ça va là? Je dis, entre la loi et la réalité du citoyen lambda, le quotidien, il y a toujours un fossé. La loi ne règle pas tout, mais c'est bon qu'elle soit là quand même. Donc, le travail de fourmi, sensibilisation, mais dans les cerveaux, pas mal de choses à gommer. Et ce travail de sensibilisation est le vecteur de ça. Je vous rapporte une anecdote. Le Haut Conseil, annuellement, et avec le partenariat de pas mal de communes, nous faisons venir les femmes artisanes du Mali et qui viennent donc exposer leur activité, leur travail, etc. Je profite de cette occasion pour aborder mes sœurs vivant au pays avec le sujet. À ma grande surprise, j'ai eu une écoute formidable. Mais il y a toujours les quelques exceptions qui... Bon, il y a une, je vous donne en 1000. Elle est opposée à cela. Et elle n'en a pas fait mystère au sein de la famille. Eh bien, un beau jour, comme elle dit, écoutez bien, les anges ont fait quand même cette excision à sa fille. Je l'ai écoutée, poliment. Et je lui ai dit, écoute, réveille-toi. Tout ce
que tu n'expliques pas quand tu dis c'est les anges, regarde bien autour de toi. Une chose est sûre, toutes celles devant qui tu as claironné là que tu ne voulais pas, ils t'ont laissé parler et ils t'ont mis devant le fait accompli. Cause toujours. Chez nous, ça se pratique comme ça, point barre. Et dans ce cas, il faut bien que tu comprennes, c'est quelqu'un de ta famille qui a fait ça. Ni vu, ni connu, au revoir, bonsoir. Voilà. Je te suis, tu vois. Ce qu'il faut noter quand même, et qui est très important, c'est l'impact de l'initiation. Je ne sais pas si tu l'as vécu, moi je l'ai vécu, l'initiation. Après l'excision, je ne sais pas si tu es excisé. Parce que l'initiation, en fait, ce qu'on met dans la tête des femmes, c'est tellement grave. Imaginez des gamines à qui on fait croire, avec des chants, que c'est un acte de pureté. Et à leur guérison, les fêtes, mais il faut voir comment ils sont choyés, traités. En fait, vraiment, c'est toute cette image-là qui fait que les femmes, une fois adultes, n'ont qu'une envie, c'est de faire vivre cette initiation à leurs filles. Parce que dans leur tête, il faut passer par ça. On vous fait chanter des chants de descente dans les eaux, de purification, un formatage qui nous détruit, culturel qui détruit. Ce qui se passe, il se passe comme si nous étions pris dans un courant dont sans vraiment savoir où ça nous mène. Notre inconscient collectif est pris dans ce mouvement et on le suit sans savoir où ça nous amène. Christine, voilà. Pour ça je dis, dans les cerveaux, il y a pas mal de choses à gommer. Mais il y a un recadrage, et ce recadrage ne peut se faire qu'à travers un travail de sensibilisation, c'est ce que nous faisons au GAM. Dans les familles, et puis d'un individu à un autre, etc. Moi je crois que l'image des chocs, comme le docteur Foldes l'a dit tout à l'heure, il faut aussi montrer, il faut aussi, et ça c'est très important, avec des mannequins, montrer voilà ce que c'est qu'un accouchement, voilà ce qui se passe. Moi, comme j'ai eu à le dire, une poule, elle va caqueter un peu, elle va prendre son œuf et c'est fini. Mais une femme excisée, elle va mettre des heures pour mettre son petit au monde. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Écoutez, la dernière fois, nous regardions le film Notre Refus. Une jeune fille, Afar, elle a mis 5 jours pour accoucher. Le bébé, évidemment, est mort. Vous voyez? Donc, les mutilations sexuelles, il faut le dire, c'est une atteinte grave. Et combien d'enfants sont morts pour avoir trouvé l'ouverture vers la vie à moitié scellée, en l'occurrence la vulve de leur mère? De quel droit on peut jouer avec la vie, la valeur sacrée de la vie? Il faut aussi qu'on prenne conscience. Donc, j'avais en fait quelque chose de très important à dire au monsieur de l'association malienne. D'ailleurs, je voulais vous dire, je suis originaire moi-même de cette ville. Je voulais vraiment vous faire une requête. Vous disiez que lorsque vous parliez à la communauté, ils accordaient plus de crédit au fait que ce soit des personnes venant du Mali, qui soient du milieu médical, voilà. Et je voulais vous dire qu'il fallait, à l'avenir, en tout cas, essayer de sortir de là, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le public et qu'on voit M. Foldes qui a mis plus de... Madame l'avocate aussi à côté, dont j'oublie le nom, je n'ai pas envie d'écorcher, voilà, que j'admire énormément. Il est temps de passer de l'autre côté, parce que, enfin, au-delà de cet aspect blanc-noir, parce qu'aujourd'hui, dans cette salle, c'est mélangé, c'est melting pot, et c'est ça notre force. Parce que les blancs ne sont pas excisés, et pourtant, ils se sentent touchés, concernés par ça. Ce monsieur a fait 20, 30 ans de sa vie. Il connaît mieux l'Afrique que moi. Je connais mon pays. Il connaît mieux les régions. Et cette dame aussi, parce que j'étais même pas née qu'ils avaient déjà créé des associations et des modes de pensée pour éradiquer l'excision. Et je pense qu'il est temps, parce qu'on vit pas mal en communauté à Montreuil. On reste entre nous, on parle nos langues, Bambara, Soninké, je suis Soninké. Mais il est temps aussi de sortir un petit peu de ça. Bon. Je pense quand même chaque chose a son temps. Hein. Bon, donc, je sais que ça fait un moment quand même. Et
Ça fait comme un moment, donc je dis, bon, chaque chose a son temps. Et le monsieur qui disait, en ce qui concerne les hommes qui sont toujours vraiment bon, pour l'exclusion, pensent que bon, les hommes pensent que bon, c'est le bien de la fille. Voilà, ça c'est un. Et ces hommes pensent que bon, c'est leur religion qui les recommande de le faire. Il y a cette ignorance, malheureusement, il y a cette ignorance. Ignorance, je préfère retenir. Voilà, donc il y a cette ignorance. Et résistance psychologique aussi. Moi, je dirais qu'il y a de l'ignorance totale. Parce qu'aucun homme ou aucune femme ne veut du mal à sa fille. Bien sûr. Ça, je suis conscient de ça. De ce fait, si les enfants, les mamans et les pères sont conscients que ça fait du mal à leur fille, si moi je dis je ne veux pas que ma fille soit excisée, c'est parce que je ne veux pas du mal à ma fille, au-delà de la loi. Lassana, oui. Excuse-moi, quand on pense et que depuis tout petit, fille, on te met dans la tête, tu es fille, une femme, c'est fait pour souffrir. Silence là-dessus, souffre, mais... Hawa, s'il vous plaît. Excuse-moi. Hawa, s'il vous plaît. Excuse-moi, ça c'est une réalité du formatage psychologique qu'on subit aussi. Je sais que si la sensibilisation ne résout pas le problème, peut-être la loi va résoudre le problème partiellement, malheureusement. Mais oui, mais c'est... Voilà, donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai confiance à la sensibilisation. Par exemple, en ce qui concerne le VIH-Sida, notre association est la seule à avoir le courage à affronter ce problème. Il y a 8 ans, 10 ans, lorsqu'on faisait des réunions, on n'avait pas, personne ne nous écoutait. Mais aujourd'hui, chaque 1er décembre, lors de la journée de 1er décembre, on a plus de 300 personnes dans la salle de fête de la mairie de Montreux. Et c'est les femmes qui distribuent des préservatifs. Alors qu'au début, personne ne voulait nous écouter. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, on fait le dépistage du sida à côté du foyer. Et chaque fois qu'on fait le dépistage, il y a plus de 10-15 personnes qui viennent se dépister volontairement. Donc, comme madame disait, il faut sortir du milieu pour dépasser le milieu blanc et autres. Qu'on le veuille ou non, on a toujours entendu que le mot sida, c'est une maladie inventée par les blancs. Voilà. Si moi j'ai entendu, je pense que vous avez entendu ça. Ouais. Voilà. Donc je pense que le blanc est mal placé pour dire que voilà, c'est une maladie qui existe. Donc c'est la raison pour laquelle... Le déni. Hein? Le déni. Oui, moi je suis d'accord. Malheureusement, c'est les réalités. Donc on a commencé un travail avec des professionnels de santé africains. Pour nous, bon, peut-être le message passera mieux par rapport à d'autres personnes extérieures. Et aujourd'hui, il y a une femme médecin qui travaille actuellement à Saint-Denis qui est à Montreux. Il y a 3 ans, à chaque 1er décembre, elle participe au débat. Mais au début, on a commencé avec des professionnels de santé africains. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, donc, il y a l'ignorance totale. Et donc, tant qu'on ne combat pas cette ignorance, on a beau vraiment faire des lois, et malheureusement, il aura peu d'impact. Je vous remercie. Je vais juste vous livrer un témoignage. Moi, on peut dire c'est une invention de blanc, la réparation, etc. C'est du truc de bas. Moi, je vais vous livrer un témoignage. Moi, je suis juste un docteur et j'écoute des gens en consultation. Ça s'appelle le dialogue singulier. C'est-à-dire que c'est un endroit complètement miraculeux, qui est le contraire de l'arbre à palabres. C'est qu'on est tout seul et qu'on écoute quelqu'un. Et donc moi, j'ai entendu 10 000 femmes excisées en consultation. 10 000. Et elles m'ont dit toutes la même chose. Elles m'ont dit la même chose qu'une femme violée ou qu'une femme victime d'une violence. Elles me disent, j'ai subi quelque chose que je n'ai pas voulu. C'est juste ça. Et ça définit toutes les violences faites aux femmes. Et elles disent toutes ça. Et pourquoi on ne les écoute pas, elles, hein? Elles disent ça avec une force qui me bouleverse à chaque fois. Parce que quand elles arrivent en consultation, c'est qu'elles ont eu un parcours très difficile, souvent caché de leur famille et de leur communauté. Et quand elles arrivent dans ce miraculeux endroit qu'est un dialogue singulier, ça explose. Toute leur vie explose. Ça, je ne l'ai pas voulu. Ça, je ne l'ai pas voulu. Et c'est pas moi qui les répare. Elles s'engagent dans un parcours pour revenir en arrière. Je ne l'ai pas voulu. Je veux redevenir une femme. Je veux faire ce que moi je veux. Et ça a une force dont je tiens à témoigner. Et moi, je ne suis pas le chirurgien qui répare, je suis celui qui a tendu la main et qui les aide et les accompagne, parce que c'est elles qui se réparent.
c'est pas moi. Hein. Et finalement, on a inventé cette chirurgie réparatrice qui est pas, enfin, qui est une chirurgie réparatrice qui a pu se faire pour n'importe quel organe. On l'avait pas fait pour le clitoris parce que la société scientifique et médicale entière considérait que c'était pas un organe. On était tous aussi des exciseurs dans notre tête. Et quand on a considéré que c'était un organe normal, ben, ça serait pas très bien. Et puis ça s'accompagne, parce que ces femmes, elles ne veulent pas juste un peu de chirurgie, elles veulent qu'on les accompagne et redevenir des femmes. Et c'est un parcours qui est long, qui est complexe, parce qu'il faut tout prendre en charge, hein, le traumatisme, la psychologie, et c'est magnifique, et c'est très bien. Donc il faut les écouter, et quand on ne les écoute pas, eh ben, ça ne marche pas, et quand on les écoute, ça marche toujours. Voilà. Chaque fois que j'en ai eu l'occasion, j'interrogeais les pères qui se trouvaient à la cour d'assises, et je m'en félicitais en moi-même. Je leur demandais pour quelle raison est-ce que cette pratique, c'est-à-dire que tout le monde, le président, les jurés, tout le monde posait la question. La réponse, systématiquement, ça calme les femmes, ça fera en sorte qu'elles restent fidèles. Alors ne me parlez pas d'ignorance, parce que quand on sait ce qu'il faut couper pour qu'elles soient fidèles et sans envie, eh bien on n'est pas ignorant. Vous avez motivé l'excision depuis 27 siècles, je crois, en disant que ça servait à diminuer la femme. Je pense qu'aujourd'hui, ça sert à diminuer la femme, mais je ne pense pas qu'il y a 27 siècles, ça servait à diminuer la femme. Et en fait, comme on part quand même d'une pratique qui est aujourd'hui hypocritement justifiée comme étant religieuse, mais on est tous d'accord qu'elle a une origine traditionnelle, en termes de sociologie, ce qu'il faut regarder de psychologie, c'est l'initiation, comme vous en avez parlé. Et il est aussi important, du coup, de savoir quelle est l'initiation que reçoivent les hommes pour comprendre ensuite la différence qu'il y a entre les deux. Parce que cette initiation, elle sert justement à séparer l'homme de la femme. Donc si on refuse de traiter la circoncision en même temps que l'excision, c'est très difficile en termes de psychologie, à mon avis, dans la société, d'arriver à avoir l'adhésion des hommes. Parce que les hommes, la partie dont ils ont, je suis d'accord avec vous, c'est là où c'est intéressant justement pour arriver à dialoguer, c'est de dire que sur les conséquences, c'est pas les mêmes. Mais par contre, on ne peut pas nier que la cause, actuellement, dans ce qu'on a en renseignement sur l'histoire, ou les gens qui ont fait des initiations, ça se base sur le fait de gommer bien la femme chez l'homme et l'homme chez la femme. Non. Donc, le fait de faire ça, ça fait qu'aussi la psychologie de l'homme, elle n'est pas en adéquation forcément avec celle de la femme. Et je pense qu'il ne faut pas nier ça pour arriver aussi à débattre et à argumenter sur ce sujet. Mais sauf que l'initiation dont vous parlez, et depuis 27 siècles, c'était, et les femmes qui ont parlé de ça disaient, moi j'ai eu des témoignages absolument terribles, c'est-à-dire que d'abord c'est un impact de traumatisme et de douleur absolument inouï. Et puis après, dans les 3 semaines qui suivent, pendant ce qu'on appelle des pansements, mais que c'est de la boue, des trucs un peu dégueux qu'on applique sur le sexe, des douleurs terribles, en même temps un bourrage de mou infernal autour d'eux. Et là, ce qu'on leur dit là, c'est tu dois supporter la douleur et tu dois supporter la douleur de tout ce que te fera ton homme. Et c'est ça, quand on vous parle de domination, ça fait 27 siècles qu'on dit aux femmes, tu dois tout supporter. Mais juste comme ça, ça n'est pas comparable, mais nous ici en France, on met des culottes fermées seulement depuis 1900. Jusqu'avant 1900, on avait des culottes fendues pour être pénétrable tout le temps avec une interdiction de mettre des culottes. Donc c'est un truc planétaire, la domination des hommes sur la femme, mais c'est bien au-delà de il y a 5 minutes. Hein. Juste ce que je voulais dire, je suis d'accord avec vous, mais en fait il y a quand même une certaine hiérarchie dans les traditions. Oui. Et au niveau et les arguments, je veux dire, des gens qui sont à la base, c'est comme chez nous avec les élites, c'est pas les mêmes arguments que ceux qui sont en haut. Donc pour convaincre ceux qui sont en haut, qui ont autorité sur toute la chaîne traditionnelle, il faut se mettre dans la logique de l'initiation. J'ai pas dit la comprendre ou l'accepter, j'ai dit se mettre dans la logique et pas renier, pas vouloir diviser 2 pratiques qui en termes d'initiation sont équivalentes. Après en termes de tout le reste, je suis d'accord, ça n'a rien à voir, mais ça c'est important de le prendre en compte. Merci. Oui, ce que vous dites là, les garçons, les hommes sont initiés, les filles aussi sont initiées, ça c'est vrai, mais l'histoire est passée par là, hein. Ça, c'était dans le passé. Les groupes de garçons étaient amenés aussi en forêt. Ils subissaient une initiation, mais c'était pour les aguerrir plutôt, les rendre forts et les rendre dominateurs sur la femme. Et ça, c'est vrai
que ça aussi, c'était ancré dans leur esprit. Et comme l'a dit Emmanuel, je la suis tout à fait, je ne vais même pas rajouter, parce que c'est bien ça. On nous conditionne à subir, à accepter la souffrance et à être soumise. Et à la fin, d'ailleurs, on vous donne un petit pain blanc pour vous préparer psychologiquement pour la deuxième épreuve que vous allez vivre. Et ce petit pain blanc-là, c'est le pain de la pureté, de la virginité, pour la nuit des noces. Et psychologiquement, l'enfant sort d'une douleur. Moi, je vous parle de moi, là, hein, ce que je dis. Tu te dis, mince, alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'attend encore? Mais maintenant, tu sais que ça fera mal. Oui, ah oui, voilà. On te prépare que, attention, plus tard, il faut que ce pain-là reste vierge, blanc. C'est pour le mari, voyez. Est-ce que vous formez les médecins pour l'Afrique ou pour l'étranger? Donc ça, c'est une première question. Par rapport à, donc, à cette reconstruction, et donc est-ce qu'il y a des femmes africaines qui bénéficient de ça? Et la deuxième chose, c'est, parce que je connais je vais beaucoup en Afrique, c'est la mortalité des femmes lors de l'accouchement. Et c'est juste pour vous dire que ça va, je crois que les choses vont ensemble. Si l'accouchement est long et douloureux, il faut aussi lutter qu'en Afrique, il y ait plus de moyens pour faire des césariennes. Et ça, c'est très important. Je voudrais juste faire un témoignage. Donc j'ai un mari qui vient du Nord Cameroun, que j'ai rencontré là-bas. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, j'ai eu une césarienne. Je vous assure, il n'avait jamais entendu parler qu'on puisse avoir un bébé qui sort du ventre. Enfin, pas d'une voie normale, parce que j'ai eu aussi, sans avoir eu, d'excision, je n'arrive pas facilement à avoir des enfants, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, c'est absolument terrible comme type d'accouchement. Et donc, il est tombé pratiquement... il a halluciné qu'on puisse accoucher de cette façon-là, avoir un enfant de cette façon-là. Et donc je pense qu'il faut aussi, en parallèle, en Afrique, pouvoir sauver toutes ces femmes qui ont été excisées, qui ont du mal à accoucher, à ça, mais il faut aussi les accompagner pour qu'elles puissent survivre des accouchements terribles. Et en parallèle, parce que je connais très bien le Nord Cameroun, il faut imaginer qu'il n'y a qu'un chirurgien pour tout l'extrême nord du Cameroun. Comment, c'est pas possible. Donc je pense que cette lutte-là, elle est très importante parce que ça pourrait sauver beaucoup de gens aussi avec cette sensibilisation. Donc docteur, déjà, est-ce qu'en Afrique, vous formez des médecins pour que les femmes puissent avoir des réparations? Oui, non seulement on a commencé à les former, il faut faire un petit peu attention parce que il ne suffit pas de les former, il faut surtout les accompagner. Parce que les dérives, le problème c'est quand vous voulez former une pratique médicale en Afrique, d'abord il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de médecin, il faut 10 ans pour former un médecin minimal, donc il faut reprendre tout le système à la base. Et donc c'est quelque chose qui est lancé, mais comme vous l'avez souligné, ça concerne en fait la reformation de tout le système de santé. J'étais pas très longtemps à Maroua, je connais très très bien la situation à Maroua. Maroua, c'est le nord du Cameroun. Il y a un très très gros problème à Maroua, c'est que c'est un des 5 endroits où on meurt le plus en accouchant. Le taux de mortalité immédiate pour un accouchement, c'est à peu près une femme sur 5. Donc il y a à peu près une femme sur 5 qui va mourir de son accouchement. Je ne sais pas si vous imaginez ce chiffre absolument terrifiant. Et beaucoup de ces... Alors certes, il y a toutes les raisons médicales, mais les hommes ont rajouté des choses qui leur sont directement imputables. C'est que la santé, et notamment la santé de la femme, c'est pas du tout une priorité. Donc il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de médecin, et on s'en fiche complètement. Alors que quelques simples mesures relativement peu coûteuses déjà pourraient diminuer beaucoup cette morbidité. Donc tout le monde s'en fout en gros. C'est au gouvernement, c'est que des hommes, donc le poids des femmes là-dedans, dans les échelons décisionnels, n'existe pas. Et puis ensuite, on rajoute en plus les mutilations. Et bien quand on rajoute les mutilations, on va encore aggraver les choses, ce qui est un crime abominable. Donc effectivement, par exemple pour les fistules vésico-vaginales, à Maroua, c'est un des records mondiaux. Il y a un médecin qui s'appelle Tebeu, le docteur Tebeu, qui est très très actif et qu'on essaye d'aider, qui est devenu un expert d'ailleurs. Il faut avant tout une politique de prévention. C'est-à-dire qu'il faut certes de l'argent. Par exemple, je vais vous donner un chiffre qui va vous choquer. On a fait à Kadoul un hôpital mère-enfant, avec un scanner, des blocs opératoires, etc. Le prix total, il y a 140 lits. Le prix complet de l'hôpital équipé, c'est le prix de domicile.
Donc voilà, ça vous donne la mesure de domicile. Domicile, ça vaut un hôpital complet. Donc, c'est cher à faire enfant. Donc ça vous donne un peu la mesure de ce qu'il y a à faire. En fait, la mentalité complète est à changer. En fait, les hommes sont toujours au pouvoir, les femmes sont toujours là-bas à accoucher, à mourir de leur accouchement, point. Nous sommes Femmes Solidaires 93 en relation avec le docteur Koyaté qui est responsable des centres interafricains et qui est représentant de ces centres à l'ONU. Et donc lui n'hésite pas à parler de torture régulièrement pour la femme. Et là, je le redis, ça a un effet sur l'auditoire qui est incontestable. Il faut vraiment parler de torture pour parler d'excision. Par rapport à la réparation, il est un peu hésitant pour en parler en Afrique parce qu'il considère que peut-être les connaissances des uns et des autres font que les excisions vont perdurer et qu'on se dit on pourra les réparer. Enfin, c'est un peu ce qu'il nous dit. Là, il est revenu dernièrement de ses missions à l'ONU. Et il nous a informé, je crois que c'est passé un petit peu partout, que l'ONU avait pris des décisions pour éradiquer définitivement, enfin bon, sans techniquement ça va être difficile, vous l'avez dit, pour éradiquer sur le plan mondial de l'excision. C'est bon de le dire, après il faut que les pays prennent les lois. Voilà. Oui, je sais bien, on en a discuté l'année dernière. Je crois quand même que si on ne comprend pas, et ici en France ça a été comme ça, moi je travaille pour faire de la prévention de l'excision depuis plus de 30 ans. Avant la réparation, c'était très compliqué d'impliquer les médecins dans une vraie lutte parce qu'ils disaient on ne peut rien faire. On pouvait faire des choses quand même, mais ils n'avaient pas envie d'y penser. Avoir la notion que quelque chose se répare, ça veut dire qu'il a été cassé. Et bien ça, et qu'il y a un vrai dégât, et que donc il faut pouvoir penser, et c'est la question que j'avais envie de demander, monsieur, quand vous faites venir vos collègues du Mali, ou je veux dire mes collègues du Mali, est-ce que on parle de réparation? Est-ce que dans la communauté, dans votre association, on parle de la réparation? Parce que ici, par exemple, à Saint-Denis, à l'hôpital de Saint-Denis, où un tiers des femmes qui accouchent sont mutilées, c'est ouvert, maintenant on peut déjà commencer à travailler, un centre pour réparer les mutilations sexuelles à l'hôpital. Donc ça serait intéressant. Il y en avait un à Montreuil qui est parti au crâne de la Bicêtre. Mais voilà, maintenant, en Seine-Saint-Denis, on a ce centre. Et est-ce que vous allez en faire la promotion? C'est la question que je voulais poser. À travers nos réunions de sensibilisation, on parle de cette réparation aujourd'hui, où il y a la possibilité de réparer ici en France. Mais au Mali, le sujet n'est pas d'actualité, donc en ce qui concerne la réparation. Comme madame disait par exemple... Le sujet est parfaitement d'actualité. Non, j'ai dit au Mali, par exemple, par exemple, là où je viens, par exemple, c'est une population de plus de 150 000 habitants. Il n'y a qu'à la date d'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui il y a 5 médecins, mais il y a 20 ans, il n'y avait qu'un seul médecin. Voilà, donc les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir parler. Mais il y a des lieux où on opère... Bon, peut-être à Bamako, mais en ce qui concerne la région de Cannes, bon, à ma connaissance, bon, je ne sais pas. Donc, mais ici, dans nos réunions de sensibilisation, on donne l'information à toutes les femmes excisées qu'il y a la possibilité de réparer ici. Voilà. Donc, ici, avec des adresses bien précises. Donc, hein? Non, si j'ai dit ici, au niveau de la France. Voilà, au niveau de la France, il y a la possibilité de réparer. Donc, mon dernier mot concernant, donc, comme madame disait qu'elle n'est pas d'accord pour l'ignorance. Bon, en ce qui concerne le mot fidélité que vous avez parlé, ça c'est une réalité. Donc, c'est quoi la réalité? La fidélité. On dit que bon, voilà, une femme non excisée, bon, donc voilà, donc c'est ce qu'elle disait. Donc, on sait que les hommes sont conscients de cela. Mais seulement, je pense quand même, bon, conscient de ce fait, il faut être conscient d'un danger aussi. Mais malheureusement, si je parle d'ignorance, c'est concernant les conséquences sur la santé de la femme et de l'enfant. Si moi, j'ai mes 4 filles, je souhaite que mes 4 filles soient fidèles à leur mari. Mais, à côté de la fidélité, j'ai privilégié la santé de mes filles et de mes petits enfants demain. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit aujourd'hui, donc il n'est pas bon d'exciser les filles.
puisque bon, il y a des conséquences graves sur la santé de la femme et de l'enfant. Voilà. Alors par rapport à l'excision, je crois qu'en France ici on peut dire le combat est gagné, mais en Afrique c'est très très loin encore. Parce que moi je viens d'un pays, je crois que c'est un des pays qui existe le plus en Afrique, c'est la Mauritanie. Donc je crois qu'il y a beaucoup de pays où l'information n'est pas passée, peut-être dans certains lieux comme la capitale, il y a des rumeurs par rapport à ça, mais dans les villages, il n'y en a pas du tout. Et il faut dire même que c'est encouragé même par les marabouts. Souvent, qui le confondent l'islam et l'excision alors que ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, j'ai ma fille qui a 4 ans. Elle a été sauvée jusqu'à ce jour parce qu'ils ont tout fait pour l'exciser. J'ai refusé. Ma propre mère voulait tout faire pour l'exciser. Elle est même partie se renseigner auprès des imams qui ont dit, voilà, c'est la religion des musulmans qui autorise ça. Moi, je l'ai menacé. Je lui ai dit, voilà, si jamais vous l'excisez, moi, je vais aller en prison en France. C'est comme ça que j'ai pu la sauver. Mais c'est des gens qui ne sont pas souvent au courant et qui croient que c'est une obligation même religieuse, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc je crois que c'est un combat qui est difficile à gagner, parce qu'il n'y a pas d'informations et les gens ne donnent pas les informations exactes, parce que les gens qui consultent, ce n'est pas forcément les gens qui donnent les meilleures informations comme les marabouts. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Je vous félicite pour votre prise de parole. Effectivement, les choses sont graves. Il y a un petit élément dont on n'a pas parlé mais qui est très grave, c'est que très souvent, ce sont les médecins eux-mêmes qui excisent. Il y a une médicalisation de l'excision, notamment dans la Corne de l'Afrique, notamment en Égypte. Et c'est extrêmement grave parce qu'une excision faite par un médecin, c'est encore plus grave qu'une excision faite par une exciseuse. Moi, je le sais, j'ai opéré les deux. Et c'est absolument terrifiant que des membres du personnel de santé se servent de leur science pour mutiler des femmes. Je trouve ça absolument monstrueux et je tenais à le dire ici quand même. On parle de la mutilation, l'aspect médical. La santé, oui, mais on oublie un point qui est important, c'est l'appauvrissement sexuel des femmes. Elle est privée et on ne peut pas, ça serait une complicité à ne pas dire que éventuellement on a notre part de responsabilité, les hommes. Ceci dit, quand une femme est excisée, et on dira que quand même l'envie diminue. Partant de là, on rebondit sur ce qui était dit que la fidélité est imposée. Alors moi je veux, avec madame, à parler d'une association qui est allée au Mali. Et au conseil l'accompagner, on est co-organisateur en 2009. Quand vous êtes allé dans la région de Caille, l'association de Diobogo vous a accompagné. Dans ce cas-là, pour aller faire la sensibilisation. Moi je dis, tant que les hommes ne s'impliquent pas dans l'action, alors dans ce cas-là, vous avez fait pendant un siècle, vous vous battez, mais la complicité de la société africaine, c'est les hommes qui dominent. Alors aujourd'hui, les hommes, on doit sortir et être aux côtés des femmes en disant non, ça suffit, la privation des femmes à leur envie, à leur épanouissement sexuel, et qu'on arrête. Merci. Bravo. Non, donc la consultation de réparation de la vue à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis. Moi, je pense que c'est un très bon endroit. Et la coordonnée de ça, ils ont des très jolis. C'est à l'hôpital de La Fontaine, dans le service de gynécologie obstétrique. Voilà. Il y a un téléphone, peut-être, oui, 01 42 35 61 60. Merci à toutes et à tous, merci pour les témoignages et à vous, public nombreux et intéressant, intéressé. Merci. You're